Donc bonjour à tout le monde, même si j'ai croisé certains ce matin. Je vais donc, comme il est indiqué dans le programme, vous parler d'identité culturelle. Et école, vous voyez, c'est écrit avec un S, c'est-à-dire c'est au pluriel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et avant tout ça, pourquoi j'ai mis école au pluriel? L'école, c'est une invention. Dans la structure éducative, on a des finalités. Quel type d'homme, quel type de société on vise. En fonction de ça, on a des contenus en termes de savoir à transmettre. Et puis on a des élèves, des individus à qui les transmettre. Cette structure-là, une fois qu'elle est posée, on peut construire et inventer à la fois l'école et à la fois son fonctionnement. Aujourd'hui, tout le problème, c'est qu'on a l'impression que l'école est figée, qu'on est incapable d'inventer un autre modèle d'école, qu'on est incapable de revisiter ce qu'on doit faire dans cette école, mais également dans ce qui est dû donner, la priorité, des priorités, les finalités de l'école, quel type d'homme, donc quel type de société pour demain. On peut avoir de beaux discours, mais sur ce point-là, on a beau parler de vivre ensemble, de paix, de tout ce que vous voulez, de bonheur sur terre, on attend toujours des finalités claires, et elles ne sont pas si évidentes. Et nous avons pu constater encore ces derniers jours avec les incidents, et j'ose utiliser le terme d'incidents, qui se sont produits à propos de Rome et autour de cette université d'été. On peut voir qu'on a des politiques qui peuvent parfois être à double face. Alors, tout ça pour dire que la présence des Roms aujourd'hui, en France, à Lyon en particulier, est bien objet de débat, de polémique, et voire, malheureusement, et je le déplore, de réactions de rejet et de comportements hostiles. Mais au-delà du conjoncturel, une problématique fondamentale se pose, celle de la mise en présence, dans une société de plus en plus hétérogène, de populations d'origine et de cultures variées. Et cela pose tout particulièrement la question de l'instruction des enfants. Comment peut-elle être conduite? Et au-delà des cas particuliers, et s'agissant de toutes les communautés transnationales qui sont vues comme minoritaires, comment peuvent s'engager la rencontre entre leur identité culturelle et l'école française. Alors je vais organiser mon intervention autour de 3 parties. L'une, et pourquoi je dis ça, je pensais avoir affaire à beaucoup, pas uniquement qu'à des collègues qui sont certainement au fait de ces questions, mais également à des étudiants, puisqu'on m'en avait annoncé une 50aine, je me suis dit que ce serait l'occasion de reposer un certain nombre de choses. La première partie, une partie plutôt conceptuelle, pour savoir de quoi l'on parle quand on parle de culture, d'identité, de culture scolaire. Deuxième partie, on va parler de l'école, de culture au singulier et des cultures au pluriel. Et ensuite, interroger cela par rapport à la culture rome et l'école. Donc, et puis une conclusion qui essaiera, parce que je ne suis pas prophète, d'imaginer ce que ça pourrait être. Si on vient
sur le premier point, par rapport au concept de base qu'il faut bien repérer, je vais essayer d'en définir trois. Le concept d'identité, le concept de culture et le concept d'identité culturelle. Identité, culture, identité culturelle. Concernant l'identité, elle-même peut s'organiser autour de deux grands points. L'identité personnelle et l'identité du groupe. Si on voit l'identité personnelle, elle consiste dans une permanence d'une conscience de soi qui implique de se reconnaître le même à travers l'espace et le temps, dans son unicité et dans son irréductibilité, dans une double dimension de mémoire et de projet. C'est ce que certains appellent et ce qu'on appelle l'ipséité. Je vous renvoie à Ricoeur. Et elle se décline principalement, cette identité personnelle, dans trois registres. Un registre juridique, un registre social et un registre axiologique, c'est-à-dire celui qui tourne autour des valeurs. Le registre juridique, en principe, on a tous un nom, un prénom, un statut, une adresse, des attaches familiales, des données biographiques, telles que diplôme, qualification, dès lors qu'on commence à grandir. Une identité sociologique qui tourne autour des activités, de son rôle, de sa profession et des appartenances sociales, associatives. Troisième axe, celui des valeurs, l'axe axiologique, pour compléter cette identité personnelle. Alors les valeurs, elles tournent autour de l'affectif, du moral, de l'amoral, du religieux. Et elles tournent également autour d'un idéal visé. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment je vais organiser ma vie? Comment je vais guider, donner du sens à mon action de tous les jours? Donc ça implique là des principes de jugement, des principes de conduite, donc des normes. Voilà pour l'identité personnelle. Pour l'identité du groupe, ça renvoie aux membres de ce groupe. Là aussi, il doit y avoir une mémoire, il y a une permanence d'une conscience commune qui va consister à se reconnaître précisément comme membre de ce groupe dans l'espace et dans le temps. Solidaire, et solidaire d'une histoire, si possible d'une volonté d'avenir, qui comporte une irréductibilité qui différencie ce groupe d'un autre groupe. Un groupe ne peut pas forcément se fondre avec un autre groupe. Cette identité va se décliner toujours et selon les trois registres que j'ai indiqués précédemment, registre juridique, social, axiologique. Dans le registre juridique, c'est la dénomination de ce groupe avec les statuts divers qu'il peut comporter. Pour ce qui est d'un pays, c'est celui de l'État autonome ou d'une communauté qui est pourvue d'un certain statut ou d'une reconnaissance d'institutions publiques de gestion. Sur l'aspect sociologique du groupe, c'est son histoire, c'est son projet collectif, avec ses activités, ses usages et son organisation interne. Sur le plan axiologique, ce groupe a aussi des valeurs de référence qui vont s'exprimer à travers des rites, des traditions, des formes de solidarité,
c'est-à-dire et en définitive à travers une culture. Voilà donc posé, pour moi, l'identité. Si maintenant nous nous attachons à définir le deuxième concept, celui de culture, alors là, ce concept de culture, nous allons le faire jouer autour de 4 axes, parce que cette notion est particulièrement polysémique. On peut avoir un axe ethnologique, un axe normatif, un axe cognitif et un axe fonctionnel. Si nous prenons l'axe ethnologique, en ce sens, la culture désigne tout ce que l'être humain ajoute à la nature et la manière dont il y réagit. Tout ce qu'il crée, aménage, organise, aussi bien les outils de sa vie quotidienne que les rites sociaux, l'organisation du groupe, les valeurs de référence de ce groupe. Donc, tout ce qui est produit par l'homme, avec un grand H, la femme et l'homme, avec un petit f et un petit h. L'acception normative, maintenant. Elle introduit un jugement de valeur sur ces différentes productions qui apparaissent d'inégale qualité. Certaines de ces productions sont l'objet d'une estime, d'une reconnaissance, qui implique d'être considérées, reconnues, transmises. Ainsi, on va utiliser le concept de culture classique, ou ce qu'on appelle les œuvres culturelles qui peuvent être inscrites dans un programme scolaire. Troisième acception de sens de culture, une acception cognitive. La culture désigne les connaissances qu'une personne a acquises, la part de la culture normative aussi qu'il a assimilée. Et on dira par exemple de quelqu'un qu'il a une culture littéraire, ou alors une culture artistique, ou une culture musicale. Quatrième axe et sens d'acception, une acception fonctionnelle cette fois. Et là, la culture désigne, et par-delà les connaissances, les attitudes d'esprit et les capacités intellectuelles, les goûts, les centres d'intérêt, les compétences et les pratiques qu'une personne a acquises. Et nous sommes dans la ville de Lyon. On a eu un maire qui a été assis dans son fauteuil pendant 50 ans et qui s'appelait Édouard Herriot. Et Édouard Herriot disait « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Les deux premières acceptions de la culture, l'acception ethnologique et l'acception normative, caractérisent les groupes sociaux. Les deux dernières acceptions, cognitives et fonctionnelles, caractérisent plutôt les individus. Maintenant qu'on a posé identité, culture, voyons un petit peu comment ça peut jouer quand on parle cette fois d'identité culturelle. Cette identité culturelle, on peut la déployer dans 4 dimensions. Une dimension technologique, une dimension esthétique, une dimension psychologique et une dimension pratique. La dimension technologique, d'abord. Cette identité culturelle va bien évidemment intégrer les technologies, l'outillage, les savoir-faire, les techniques propres à une société et proposées par celle-ci à l'ensemble de ses membres. La dimension esthétique de cette identité culturelle va désigner les œuvres que cette société considère
comme particulièrement pertinentes, comme des réussites, voire des repères. Elle va les valoriser et s'efforcer de les transmettre de génération en génération pour les sauver et pour maintenir et consolider son identité. La dimension psychologique maintenant de cette identité culturelle, elle va désigner des données culturelles entendues au sens technologique, au sens esthétique, que les membres de cette société, pris individuellement, ont inégalement acquises et assimilées. Et puis la dimension pratique, tout le monde aura compris qu'elle va désigner les habitudes, les savoir-faire qui ont été incorporés par chacun, au-delà même des connaissances particulières. Excusez-moi de ces précisions, mais elles sont porteuses de sens et elles peuvent permettre d'éclairer des choses. Et l'enjeu posé aussi par cette université d'été. Deuxième gros bloc, l'école. Si nous parlions de l'école, elle se donne pour fonction institutionnelle la transmission méthodique des œuvres culturelles, un patrimoine. Ce n'est pas pour rien que nous avons des inspecteurs généraux en France qui définissent des programmes en disant ça, on doit l'apprendre. De surcroît, on doit l'apprendre en quatrième, on doit l'apprendre au cours moyen de l'école, on doit l'apprendre en terminale. Voilà. Donc, transmission méthodique des œuvres culturelles, qui lui paraissent suffisamment réussies et estimables socialement pour mériter, voire exiger, d'être transmises de génération en génération. J'ai dit pour mériter, voire exiger. Nous sommes encore un petit peu dans un système où on a quelques choix à faire dans son parcours scolaire en termes d'options ou de filières. C'est cet objectif qui entraîne la constitution d'une culture dominante, qui tend à l'exclusivité, qui implique d'être inscrite dans les programmes scolaires. En ce sens, elle amène chaque élève à se constituer sa propre culture et à acquérir peu à peu certaines capacités d'expression, de réflexion et certains types d'intérêts intellectuels. Il reste que les critères de la culture normative ne cessent de varier à travers le temps avec la production de nouvelles œuvres, réputées grandes, et l'évolution des goûts et des modes. Ainsi, si la culture dite classique est inconditionnellement présentée comme digne d'admiration, elle ne suscite pas une adhésion unanime dans les nouvelles générations. D'autres œuvres ou d'autres auteurs lui sont plus ou moins préférés et cherchent à entrer dans les programmes et à y être reconnus. La notion de culture dominante demeure permanente, mais son contenu n'est pas intangible et la motivation qu'elle suscite chez l'apprenant est variable et va donner lieu à des débats. Je pourrais revenir sur certains points parce que c'est très lourd ce que je viens de dire par rapport à ce qui se passe encore aujourd'hui et pour tout le monde et pas uniquement pour certains groupes. Les politiques scolaires maintenant, face à une population qui devient de plus en plus hétérogène, l'école se trouve, au moins théoriquement, face à un choix entre trois politiques. Une politique d'assimilation, une politique d'intégration et une politique interculturelle. Politique d'assimilation, c'est celle qui va consister à privilégier la culture dominante
et à marginaliser toutes les autres en considérant que sa valeur intrinsèque et sa fonction sociale justifient son monopole et la marginalisation des autres cultures. Pour décentrer le problème par rapport à l'actualité aujourd'hui vécue par certains, je voudrais rappeler, pour ce qui est de notre France et de la France de Jules Ferry, des années 1880, 1914 principalement, nous étions dans une France où nous avions un régionalisme fort, avec beaucoup de langues régionales, beaucoup de cultures régionales, et l'objectif de l'école politique, de l'école de la Troisième République, était justement d'avoir une culture unique, d'unifier tous les habitants de notre pays pour être soi-disant plus fort, puisque je vous rappelle qu'en 1870, la France a perdu la guerre et la bataille de Sedan, perdu un morceau de son territoire par rapport à la Prusse, et pour s'en remettre, on a décidé que la faute, pourquoi nous n'avions pas gagné cette guerre, c'est parce que les maîtres d'école n'avaient pas été à l'égal des maîtres d'école allemands, c'est-à-dire n'avaient pas eu et inculqué un sentiment d'appartenance à une nation. Il fallait que dans cette nation, tout le monde pense pareil et tout le monde parle la même langue. Et je vous donne un jeu maintenant, un jeu punition, qui était en place dans certaines aires géographiques de notre territoire, où le patois, ce qui était considéré comme patois, alors que c'était une langue et une culture régionale, c'était le jeu de la vache. Le jeu de la vache, c'était un collier qui était sur le bureau du maître au début de la journée, et qui, dès qu'un enfant disait un mot de patois à l'école, le maître lui mettait le collier autour du cou. Et celui qui avait le collier autour du cou devait ensuite être très attentif aux propos de ses camarades, et dès qu'il entendait un de ses camarades prononcer un mot de patois, s'exprimer mal par rapport au français, donc à la culture dominante et à la langue qu'on voulait voir prendre le dessus sur la langue régionale, hop, le collier changeait de cou. Et puis à la fin de la journée, le dernier, celui qui se retrouvait avec le collier autour du cou, c'était celui qui était puni. Donc, voyez, ce que d'aucuns peuvent sentir aujourd'hui comme oppression par rapport à une culture dominante, le bon français d'aujourd'hui, que je suis certainement parce que je ne suis issu des Alpes et d'une culture dauphinoise, eh bien, le français, on ne le parlait pas forcément très bien, donc mes ancêtres ont dû aussi subir l'oppression de la culture dominante à l'école de la République. C'était donc une politique délibérée d'assimilation à cette époque-là. Et cette politique a perduré plusieurs décennies, et encore aujourd'hui, on peut peut-être déceler ici ou là les effets de cette culture dominante et de cette volonté d'assimilation qui ne veut pas dire son nom. La politique d'intégration maintenant, une politique d'intégration par l'école. Elle va consister, tout en privilégiant, là encore, la culture dominante, à laisser la place à telle ou telle culture minoritaire, considérée comme respectable à certains égards et utile à la minorité considérée. Et là encore, pour décentrer par rapport à ce que vous connaissez, pour beaucoup dans cette salle, je pense à la langue corse, je pense à la langue bretonne, je pense à la langue occitane, où on permet encore, on autorise, on permet, on donne l'autorisation d'enseigner sous forme d'option une langue régionale. Mais on n'a plus le droit,
puisqu'en Bretagne, il y avait des écoles qui avaient le droit d'enseigner le programme, mais dans la langue bretonne, c'est devenu interdit. C'étaient des écoles sauvages, hors la loi. Politique interculturelle maintenant. Celle-ci va consister à renoncer, tout au moins en principe, à l'idée d'une culture dominante et à reconnaître la validité des autres, mais en faisant en sorte que ces diverses cultures ne demeurent pas parallèles, c'est-à-dire s'ignorent sans se rencontrer, et comportent une certaine interpénétration. Dans ce cas, ceux qui sont issus de la culture censée naguère dominante sont initiés aux cultures des diverses minorités. Il est évident que l'école française de la Troisième République s'est voulue assimilatrice. Elle a méthodiquement travaillé à la marginalisation des cultures des autres cultures, et a voulu imposer la culture dominante, notamment dans nos colonies, parce qu'à cette époque-là, nous avions un empire colonial. On enseignait en Algérie que les ancêtres des petits Algériens n'étaient autres que des Gaulois. Ça tient à une longue tradition, donc, mais cette tradition que nous avons mise en œuvre de manière, j'allais dire industrielle, mais étatique, dans notre pays, la France, à la fin du XIXe siècle, elle remonte à l'Antiquité, pour laquelle l'unité nationale suppose l'uniformité la plus totale possible, notamment au point de vue culturel et religieux. Et ici, je vous rappelle les persécutions des premiers siècles, où, pour les chrétiens, et la révocation de l'édit de Nantes pour ce qui est de la France pour les protestants. Mais il y a d'autres exemples possibles. La politique française, très centrée sur l'objectif de l'unité nationale, elle-même disloquée tout au long du XIXe siècle par les révolutions et les coups d'État successifs, voulait reconstituer un tissu social homogène dont elle croyait que l'école pourrait être l'un des moyens. La stratégie assimilationniste est donc en continuité avec un objectif politique très déterminé. Les effets de l'école. Quoi qu'il en soit, des désirs et des aspirations politiques, et aussi des convictions des pédagogues, l'école a des effets plus complexes que ce que ses organisateurs en attendent. Et on peut à cet égard distinguer des aspects positifs et des aspects négatifs qui sont au cœur des problématiques contemporaines. Les aspects positifs, je vais en retenir deux. L'un, c'est la fréquentation scolaire qui suscite une forte libération de l'esprit, en ce sens qu'elle promeut un assouplissement mental et provoque des capacités d'expression et de réflexion. Elle suscite aussi, et au-delà des connaissances, des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire mobilisables dans des registres divers. Et par voie de conséquence, deuxième effet positif, elle ouvre au sujet, ou elle devrait ouvrir au sujet, des voies diversifiées d'organisation de son avenir. Elle étend le choix des possibles en lui fournissant des désirs et des capacités qui lui permettent de décider de la manière dont il entend conduire et construire son avenir. Là, sur ce dernier point, pour ceux qui connaissent ou qui se souviennent le film magnifique qu'on a vu, Notre école lundi soir, eh ben c'est l'exact inverse que ce que je viens de dire. Mais pardon, l'école, j'ose, et l'école que je souhaite, j'ose avancer qu'elle peut faire ça. Mais ce n'est pas l'exemple qui nous a été donné de voir lundi soir dans le magnifique film des Roms et des Roumains, des Roms en Roumanie.
les aspects négatifs. Là aussi, deux types d'effets négatifs. Elle rompt, cette école, l'unité éducative en confiant une partie de celle-ci non plus à la famille, mais à l'école. Elle ouvre donc l'éventualité d'une distorsion, d'une rupture, d'un conflit entre les deux institutions. L'émancipation que l'école favorise peut placer les élèves en conflit avec leur famille. En d'autres termes, si l'école permet une instruction que les parents accueillent volontiers, elle apporte une éducation dont elle n'approuve pas nécessairement les valeurs inspiratrices et l'orientation. Tout le problème qui a été posé par un monsieur qui s'appelait Ferdinand Brunetière à la fin du XIXe siècle dans un article qui a dû paraître vers 1898, puis repris dans la Revue des Deux Mondes vers 1902-1904, distinction entre instruction et éducation. N'oubliez pas que ce n'est pas la même chose. D'autre part, l'école est censée favoriser la reproduction de génération en génération, l'adaptation sociale, voire la soumission aux valeurs et objectifs de la société dominante. Et c'est la conception durkheimienne, Émile Durkheim. Mais inversement, en entraînant la capacité de réfléchir, elle peut aussi nourrir l'esprit critique et induire une attitude contestataire. C'est en quelque manière le double jeu de l'école, Instaurée à la fois pour conserver, elle peut aboutir à une attitude révolutionnaire. On ne sait jamais quels seront les effets de l'école, d'où l'ambivalence de la famille à son égard. Tout à la fois, elle en a besoin, mais elle la redoute. Elle la désire, mais elle la craint. Un petit mot là, au passage, un petit clin d'œil à quelqu'un que j'ai admiré, qui est parti il y a quelques années, Václav Havel, qui a fini président de la République tchèque. Il disait la chose suivante: même en prison, j'étais libre de penser. N'oubliez jamais ça. Maintenant, troisième partie de mon intervention avant la conclusion, la plus délicate pour moi, et si je fais quelques petites fautes, vous m'en excuserez, la culture rom et l'école. Je suis un gadget, voilà, mais je sais que vous me pardonnez. Ces diverses données étant établies, comment vont-elles se retrouver dans la culture rom et ses relations avec l'école? Premier point, l'identité culturelle des Roms. Vous en savez plus que moi, je vais essayer de la brosser en quelques mots. Et là, je ne l'ai pas inventé, j'ai été obligé d'aller voir dans la littérature qui m'a été donnée de trouver. Les divers auteurs donc, qui ont étudié les communautés roms ont aisément établi que celles-ci présentent une culture spécifique, ah oui tiens, originale, va donc, différente de celle de tous les autres groupes ethniques. Tant mieux. Ils disposent évidemment d'une culture au premier sens, liée aux modalités de leur histoire. Tiens donc, ils ont une histoire. Oui, ils ont créé des techniques, des modes d'existence, un style de vie, ils ont une langue. Mais de plus, au sens normatif, ils ont produit des œuvres. Ah ben oui, mais ce n'est pas des châteaux, forcément. Ils disposent d'une littérature reconnue, enfin, heureusement. Et il y a une revue qui s'appelle Études de Zigan. Il y a également, ils ont élaboré des œuvres poétiques, écrit des romans. Ils sont les auteurs d'une musique. Et chaque Rom, à sa façon, a intégré certains éléments de cette culture. Enfin, cela a induit chez eux certains traits de caractère, certaines valeurs, certaines traditions, et en particulier une très forte solidarité
entre les générations, marquées par leur grande vigilance, par exemple, à l'égard des vieillards comme des enfants. Je déplore que, en France, les vieillards deviennent des objets encombrants qu'on dépose, non plus à la crèche, mais dans des hospices, et que les enfants, dès lors qu'on peut s'en débarrasser, on les met aussi dans des endroits où d'autres les éduquent. Malheureusement, et c'est un style de vie. Mais bon, est-il à promouvoir? C'est une autre histoire. Phénomène de déconsidération. Chez les Roms, il y a aussi le phénomène de la déconsidération. Ils se sentent déconsidérés, marginalisés, on l'a vu encore ces jours derniers, objets de réactions xénophobes ou seulement reconnus sur un mode de type folklorique. Par exemple, les orchestres tziganes, ça fait rigoler, c'est le folklore. Dans l'étude que Claire Ozias leur a consacrée, elle note en particulier qu'on a une négligence du côté des études sérieuses qui sont relatives au génocide dont ils ont été victimes et qui en a tué plusieurs milliers dans les années 1943-1944. Et Claire Ozias dit que tout se passe comme si cela avait été plus ou moins éludé. Elle signale également un texte d'Hannah Arendt qui parle des Tziganes comme d'un peuple sans culture, formule doublement malencontreuse, parce qu'elle implique à la fois le mépris de la valeur intrinsèque de leur culture et l'ignorance anthropologique de son existence, alors que tout peuple est nécessairement producteur d'une culture. Les mêmes travaux montrent comment un mode de vie non sédentaire suscite un certain mépris des populations sédentaires et se heurte, d'autre part, aux gènes, d'une part aux gènes, mais également aux rigidités du réglementarisme croissant des sociétés modernes. Alors, si nous pouvions aller vers une école interculturelle, elle a d'abord d'emblée adopté vis-à-vis des Roms, comme à l'égard des autres minorités, une stratégie assimilationniste, volontiers accompagnée de rejet et de mépris, ignorance de la langue et de la culture. Plus encore, elle a volontiers adopté une attitude de marginalisation en étant portée à les orienter vers les classes spéciales, celles qui étaient envisagées pour ce que l'on appelle les populations vulnérables, que c'est délicat. Elle ne voyait d'objectif éducatif acceptable que dans l'assimilation à la culture dominante. Et le film, j'espère, et je l'ai offert déjà à quelques acteurs académiques de mon académie, et je m'en servirai avec mes étudiants. Le film Notre école est un parfait exemple transposable. Tout est dit dans ce film. Tout peut servir pour former pas uniquement les enseignants de France qui ne s'intéresseraient qu'à ces populations parce qu'on les a mis dans des classes particulières, parce que justement ils sont vulnérables ou ils sont ceci, ils sont cela, mais tous les enseignants devraient avoir ça présent à l'esprit. Je dis tous les enseignants parce qu'on parle d'école intégrative, on veut intégrer. Ça veut donc dire qu'on doit accueillir dans une classe tout le monde et qu'il n'y ait pas à l'entrée dans le couloir une gare de triage pour orienter vers la classe A ceux qui sont comme ça, vers la classe B, etc. Ah, c'est plus difficile à gérer, oui. Mais la vraie inclusion, c'est celle-là, scolaire. Et souvenez-vous, dans le film qu'on a vu, qu'est-ce qu'il demandait, le petit garçon rom? Il disait, mais je veux jouer au foot avec mon copain roumain. Je veux des autres copains que ceux que je vois tous les jours. Je veux parler avec lui. Je veux des copains. Je veux être copain avec des Roumains. Et pas uniquement copain avec... C'est ça, l'école de la paix. C'est celle-là qu'il faut qu'on développe. Pardon. Ce que j'avais écrit là,
Je l'ai écrit avant de voir le film que je ne connaissais pas. Donc, vous voyez, et là, j'illustre mon propos par rapport à quelque chose qui m'a pris les tripes. On doit cependant observer qu'une attitude différente a été adoptée par le Conseil de l'Europe à partir des années 1970-1975, à travers une série de recommandations successives où on préconise une attitude qui ne soit pas ségrégative et qui favorise le droit à l'éducation de l'ensemble des enfants. Il y a encore du chemin à faire. Sans doute a-t-il parfois hésité sur les modalités de cette scolarisation. Parfois on a rangé les enfants roms parmi ces catégories dites vulnérables, notion très ambiguë parce qu'on tend toujours à confondre une situation de déficience. Mais ces recommandations ont évolué peu à peu vers l'idée d'intégration, voire d'interculturalité. Alors pour conclure, en essayant d'y mettre une note d'espoir, de perspective, quelques éléments facteurs d'avenir, j'ai listé deux types de variables, deux types de principes, de perspectives. Vous avez des choses qui peuvent être variables, puis il y a des invariants. Dans les variables, j'ai situé des variables d'ordre politique et des variables d'ordre sociologique. Variable d'ordre politique. La stratégie scolaire n'est pas autonome. Elle dépend de la politique générale d'un État à l'égard des minorités. Et malheureusement, dans la place que j'occupe, et avec la réserve qui doit être la mienne, mais même si vous sentez que derrière il y a autre chose, nous n'avons pas à en statuer ici, mais seulement à observer, constater, par exemple, que les modalités d'accueil d'une population et la réglementation qui l'affecte, l'installation matérielle dont elle bénéficie ou pas, la stabilité et la sécurité qui lui sont ou non assurées, retentissent très fortement sur la fréquentation scolaire et la vie quotidienne de la scolarisation, en même temps qu'ils engagent un vécu favorable ou défavorable à l'investissement et aux résultats scolaires. Ensuite, sur un plan sociologique, si le pays d'accueil et sa politique ont une importance, il y a aussi une dépendance par rapport à la population qui est accueillie. Que veut-elle? Comment envisage-t-elle son avenir? J'ai envie de dire, comment envisage-t-elle son avenir? Est-ce qu'on lui demande aujourd'hui de se projeter dans un avenir et peut-elle se projeter dans un avenir? Entre nomadisme, sédentarisme, avec toutes les situations intermédiaires. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, et heureusement, c'est en train de changer. Comme Lévi-Strauss le disait, il y a des peuples qui sont parlés, mais il faut que ces peuples parlent. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils soient dignes et qu'ils réagissent dans la dignité. Divers auteurs, et notamment notre collègue qui doit être ici, notre collègue le professeur liégeois, les projets des parents et des enfants ne sont pas sans comporter une certaine ambivalence. En bonne logique, le choix du nomadisme implique elle-même une école qui soit mobile, à la manière des antennes mobiles. Mais inversement, le choix de la sédentarisation permet d'aller à l'école avec les diverses modalités, à condition, attention, que cette sédentarisation soit une vraie sédentarisation et pas du squat, ni des camps qu'on va déplacer au gré des expulsions. Inversement, donc, ensuite, on a le choix entre classe hétérogène, classe spéciale, qui ne veut pas dire classe spécialisée. Attention,
Une classe spéciale et une classe spécialisée, ce n'est pas la même chose, tout au moins dans notre référentiel français. Toute formule, donc, appropriée à la scolarisation de ces enfants doit être à inventer. Mais je dis formule, pas formulation. L'étiquette, à la limite, on s'en fout. C'est comment on va faire. Notons seulement que le choix résolu d'une pédagogie personnalisée permettrait de surmonter bien des difficultés, dues, là encore, à une vision unitariste de l'enseignement magistral. Avant moi, dans cette maison, a été directeur mon collègue Philippe Mérieux, qui a mis en avant ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. Eh bien là, oui, pédagogie différenciée et pédagogie personnalisée, pas individualisée. Pédagogie individualisée, ça voudrait dire qu'on donne à tout le monde à faire la même chose, mais que chacun travaille dans son coin, de manière individuelle. Pédagogie personnalisée, c'est-à-dire qu'on fait l'état du savoir et des difficultés de tout un chacun, et à chacun, on va lui donner l'exercice qui lui convient pour qu'il grandisse. Attention, entre ce qu'on appelle pédagogie personnalisée et pédagogie individualisée. C'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Pardon, c'est le pédagogue qui parle, mais je me sens obligé de rappeler pour les jeunes éventuellement qui ne sauraient pas trop verser là-dedans. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des facteurs qui sont invariants. Il y a un invariant pédagogique. L'école appropriée doit opter pour l'interculturalité et se centrer sur l'instruction, sans prétendre apporter aux enfants de Rome une éducation dont les familles n'ont aucunement l'intention de lui remettre le soin. Les Roms n'ont pas attendu l'école pour éduquer leurs enfants. Les divers travaux montrent que beaucoup de parents sont aussi favorables à l'instruction scolaire qu'hostiles à une éducation qui prétendrait se substituer à la leur. Un invariant anthropologique. Ce qui doit être fortement souligné, c'est l'éducabilité des enfants roms. Eh oui, l'éducabilité des enfants roms. Souvenez-vous dans le film, là encore, quand ce grand garçon de 14 ans, parce qu'on voulait s'en débarrasser, on lui a fait, alors qu'il commençait à apprendre à compter, à savoir lire, on lui faisait faire du coloriage sur un dessin. C'était complètement débile et c'était révoltant. Donc, postuler l'éducabilité de tout enfant, et en particulier de l'enfant rom, égale à l'éducabilité de tous les autres. Il ne faut pas confondre l'insuccès scolaire dû à une série de causes très complexes avec une incapacité intellectuelle. Trop souvent, et sans doute, les enfants roms manquent de confiance en eux et les enseignants également. Mais pourrait-on jeter la pierre à des enfants qui souffrent, qui sont en insécurité permanente, et leur demander d'avoir confiance en eux? Et deux évolutions convergentes doivent donc ici s'effectuer pour assurer le succès. Un invariant éthique. Le problème de fond, c'est sans doute celui du respect de la liberté des populations et de leur rythme d'évolution. Il s'agit en définitive de passer de la pluralité au pluralisme, ce qui implique la prise en considération de la personne d'autrui et du respect réciproque entre personnes, groupes sociaux et cultures différentes. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous parler d'école, de culture et d'identité. Merci.